bienvenue à cette conférence sur le harcèlement moral, où on va essayer de comprendre les dynamiques, comment ça marche et comment s'en libérer. Euh, donc je propose que ce soit une conférence un peu plus spéciale que d'habitude, parce que en fait, cette dynamique de harcèlement, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Donc je vais pouvoir proposer à la fois mon expérience en accompagnement, mais aussi ce que j'ai pu vivre d'une manière plus personnelle. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment important de s'intéresser à la dynamique. Et pour ça, je vous propose qu'on commence avec un de mes exemples. Donc au collège, j'ai harcelé un camarade pour un sujet qui lui était sensible. Et il me demandait d'arrêter. Et c'était pour moi vraiment impossible d'entendre sa demande. Et ça avait été au point qu'il me menace physiquement. Et j'avais toujours pas été en mesure d'arrêter. Et c'était donc terminé avec un coup de poing dans le nez que j'avais reçu. Et donc, je trouve cet exemple intéressant euh, parce que j'étais complètement incapable d'entendre ces demandes. C'était vraiment un comportement compulsif et en même temps inconscient. Je savais pas pourquoi je faisais ça, mais c'était plus fort que moi. Il fallait, dès que je chante une faille, me décharger dessus. Donc, d'un point de vue extérieur, on aurait très bien pu me prendre pour une victime de harcèlement, alors qu'en fait, c'était moi qui initiais ces comportements en harcelant ses camarades, qui à leur tour étaient obligés d'être violents contre moi. Et donc c'était compulsif, inconscient, et dans cette compulsion, j'allais même jusqu'à harceler des camarades qui étaient beaucoup plus âgés, beaucoup plus forts que moi. Et donc, je me mettais à nouveau aussi en danger, puisque inévitablement, ils se vengeaient et je me retrouvais en position de victime. Et bien évidemment, tous les enfants qui sont harcelés n'ont pas forcément été des harceleurs. Par contre, ils ont forcément, eux, la dynamique bourreau-victime. Ils ont des marques qui vont faire que cette situation, elle va continuellement se répéter, que ce soit du point de vue de la victime ou du bourreau. On a donc affaire à une compulsion de répétition qui a été introduite par Freud. Et donc, tout humain euh, va avoir la tendance à répéter une histoire dont il a oublié le modèle d'origine. Donc, il nous est arrivé quelque chose de douloureux, on a oublié comment ça s'est passé, et on va se retrouver à continuellement le reproduire dans notre vie, jusqu'à que le film s'arrête lorsqu'on comprend euh, quand et comment cette histoire elle a commencé. Par exemple, dans mon exemple, moi, il m'a fallu que je commence une psychothérapie à l'âge adulte sur plusieurs années, où je comprenne vraiment en profondeur mes traumatismes, pour que je comprenne pourquoi il y avait toujours ces situations de harcèlement qui se répétaient dans ma vie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et donc, en effet, c'était pas par hasard qu'il se passait ça à l'école ou plus tard, parce que à la maison, mes parents, ils exerçaient une domination physique et psychologique très intense sur moi. Et je me retrouvais contraint de réprimer toutes mes émotions et mes besoins. Et donc, toute cette répression, euh, bah, je me retrouvais à instinctivement devoir la décharger à l'école sous des phénomènes de harcèlement, que ce soit en me remettant comme une victime, donc en reproduisant ce que je vivais à la maison, ou au contraire en me comportant comme mes parents avec d'autres camarades. Et donc, ça, c'est qu'un exemple d'une dynamique harceleur-harcelé, pourquoi ça peut se manifester dans notre vie. Mais il faut vraiment voir que c'est une dynamique et que c'est très intéressant s'intéresser aux deux aspects plutôt que d'essayer de voir un cas isolé. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière conférence, je propose de faire un petit rappel sur la condition de l'enfant. Donc, d'un point de vue religieux, moral, social ou légal, l'enfant, il a le devoir d'amour, de respect et d'une obéissance indéfectible envers ses parents. Cependant, ses parents, ils n'ont pas toujours un comportement qui est juste, voire dans certains cas, le comportement il est carrément abusif, négligent ou violent. Et donc, cet enfant qui se retrouve humilié, négligé, attaqué, euh,
il va déjà devoir supporter tout ça, mais en plus, il a le devoir d'aimer et d'obéir à ces personnes qui le maltraitent. Et donc, euh, ça va créer une situation particulièrement difficile pour l'enfant, d'autant plus qu'il n'a pas le droit d'exprimer ses souffrances. S'il essayait de le faire à l'extérieur de la famille, il y aurait le risque qu'il trahisse sa famille. Et vu qu'il y a une loyauté, ça ne va pas être possible pour lui. Et s'il osait le faire au sein de la famille, ça pourrait être carrément perçu comme de l'insubordination, et donc il se mettrait en danger. Et donc, on a cette situation où on est rabaissé, humilié quotidiennement, et on doit respecter, obéir la personne qui nous maltraite. Et donc, c'est une situation particulièrement insupportable à vivre. Et en général, la seule solution qui va rester à l'enfant, ça va être de réprimer ses émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, où personne est présent pour le comprendre, il va devoir réprimer tout ça. Et en même temps, toutes ces absences de respect qu'il se retrouve à vivre, il va avoir tendance à les intégrer. Et donc à considérer que lui-même, il ne mérite pas ce respect, ou qu'il faut se battre ou dominer pour l'obtenir. Et donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, on va retrouver une impossibilité à s'aimer et avoir du respect et de la considération envers soi. Et donc, au sein de cette dynamique de harcèlement, on va retrouver une dynamique de répression-expulsion. Donc on a vu, l'enfant, il se retrouve contraint de réprimer toute cette vie intérieure. Donc ça va être les émotions, la colère, la haine, la tristesse, le désespoir. Tout ça, ça va rester stocké à l'intérieur de lui et ça va générer des tensions. Et ces tensions, en général, elles vont se perdurer même à l'âge adulte. Et donc, soit ça va pouvoir s'exprimer par des compulsions de répétition, où on va reproduire les mêmes événements, soit on va essayer de trouver des moyens pour soulager cette tension intérieure qui se remanifeste continuellement. Et il faut voir que l'enfance, en général, c'est la période de notre vie où on a le moins de pouvoir. Donc c'est aussi la période où on va le plus se retrouver à réprimer toutes ces émotions. Et donc on a tout ce magma qui bouillonne en nous et qui veut sortir, mais on va pas pouvoir puisque il y a la loyauté familiale qui exerce un pouvoir sur nous et qui fait qu'on va pas pouvoir exprimer toutes ces émotions envers les causes originelles, à savoir en général les adultes qui s'occupent de nous ou nos parents. Et donc, on va avoir besoin de trouver des objets à haïr, des ennemis sur lesquels on va pouvoir déverser toute notre haine de l'enfance. Et avoir un objet de haine extérieur, ça va pouvoir permettre de rompre les interdits exercés par la loyauté familiale. Puisque même si on est encore adulte, inconsciemment, on va encore avoir peur que si on dit ça aux adultes, à nos parents, soit ils nous tuent, soit ils nous abandonnent. Et en tant qu'enfant, la peur d'être abandonné, ça revient à la peur de mourir. Et donc tout ça, ça va perdurer, même quand on est adulte. Tous nos conditionnements d'enfant, ils vont persister, avec donc tout leur lot d'interdits. Cet interdit il va être d'autant plus fort qu'on ignore les traumatismes qu'on a vécus. Cette haine qu'on va chercher à déplacer sur d'autres, elle peut provoquer un soulagement temporaire. Voilà, je me suis déchargé de mon trop-plein, mais ça va jamais être une solution permanente. On va dire, c'est une tension et on décharge juste les effets de la tension. Mais on va jamais aller à la racine. Et donc, en étant dans des situations de harcèlement, c'est qu'une solution, on va dire, temporaire qui est vouée à constamment se répéter tant qu'on n'est pas allé à l'origine et à l'origine de ce magma intérieur. Donc il faut voir, en tant qu'enfant, on s'est retrouvé à réprimer puisque
on avait des moyens très limités. On avait très peu de moyens pour se protéger, on avait très peu de moyens pour gérer nos souffrances et les comprendre, et aussi très peu de moyens pour obtenir un soutien extérieur. Et donc, en général, c'est ces paramètres qui vont faire que la seule solution qui va nous rester, c'est la répression. Et donc, il faut voir que les événements douloureux ou traumatisants qu'on vit enfant, en soi, ils peuvent être exploités positivement. On peut en faire des forces, mais pour ça, on va avoir besoin d'un témoin lucide. Donc, c'est quelqu'un qui il va nous permettre d'apporter une réponse à nos besoins émotionnels, à nos angoisses, qui va nous permettre d'exprimer notre vie intérieure, mais aussi de la comprendre. Et ce témoin lucide, il est vraiment crucial pour éviter la répression et après la survenue de comportements de répétition ou de pathologie après. En gros, ce témoin lucide, il nous permet de métaboliser toutes ces émotions brutes pour digérer le vécu. On a aussi un autre danger par rapport au fait de réprimer ces émotions, ça va être l'identification à notre bourreau. On a vu, on réprime tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et donc on va avoir tendance à oublier nos émotions ou à ne plus y avoir accès. Et donc, va rester les souvenirs désagréables, mais uniquement les émotions et l'énergie de notre bourreau, en fait. Et donc, puisqu'il nous reste que ça, on va avoir tendance à s'identifier à ça. Et donc à faire nôtre toute cette énergie qu'on a reçue de l'adulte ou de l'autre personne abusive. Et donc, ça va soit avoir le risque qu'on va vouloir à nouveau être à notre tour quelqu'un de tout-puissant qui va violenter, abuser. On va s'identifier à cette personne qui nous a écrasés et à notre tour, on va vouloir écraser les autres. Ou au contraire, on va intérioriser tout ce dialogue et continuellement, on va se martyriser à l'intérieur de nous. Et on a donc un deuil de l'enfance qu'on n'a pas pu vivre qui est nécessaire à faire. Et donc, c'est tous les moments où on aurait aimé être considéré, entendu, avoir quelqu'un en tant que soutien qui comprenne et qui nous aide à gérer nos souffrances. On va avoir besoin de faire ce deuil-là, parce que sinon, on va inviter les compulsions de répétition à se reproduire continuellement, que ce soit dans la position de victime ou de bourreau. Et ce deuil, il est difficile à faire, puisque on se retrouve à se reconnecter à des périodes de notre vie où on était complètement démunis, seul, impuissant, en grande souffrance. Donc c'est quelque chose qui est difficile, éprouvant à faire en tant qu'adulte, mais qui est nécessaire si on veut sortir de ces dynamiques qui se répètent continuellement. Et il faut voir que ce processus, il peut rencontrer certains obstacles et résistances. Et c'est pour ça qu'en général, on a besoin d'être accompagné. Et d'une certaine manière, si on n'a pas eu un témoin lucide avant, on peut toujours en bénéficier maintenant, dans l'actuel. Parmi les obstacles, on peut rencontrer l'amnésie et la dissociation. Ça va être difficile de faire un deuil si on ne se souvient même pas de ce dont on a souffert. Donc, l'amnésie va se caractériser par on ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé, et la dissociation, on va s'en souvenir, mais on n'a absolument plus accès à nos émotions. Et donc, la répression, elle a été tellement forte que même si on veut consciemment s'y reconnecter, ça ne va pas être possible. Et donc, c'est important de prendre en compte ces phénomènes qui peuvent se passer quand on a vécu des traumatismes. Et il faut voir que plus on a été contraint de refouler ses émotions dans l'enfance, plus les symptômes dans notre vie actuelle vont être intenses. Donc, ça va faire que si on vit des situations particulièrement douloureuses dans notre vie actuelle, souvent ça peut être un indice qu'il y a sûrement des choses horribles qui sont passées dans notre enfance qu'on a complètement occultées.
Il faut voir que ces symptômes, ils restent douloureux à vivre dans l'âge adulte, mais c'est aussi les indices essentiels et nécessaires pour retrouver ces parts de nous qui ont été réprimées. Si on n'a rien on n'a pas de matériaux particuliers dans notre vie, bah, c'est difficile de savoir ce qu'il faut aller rechercher. Alors par contre, si on a tel événement qu'on n'arrive pas à se dépêtrer, bah, on va pouvoir travailler dessus et bah, voir, ah oui, il y a cette situation qui est bloquée, ou il y a ça que j'arrive pas à comprendre. Et tout de suite, ça peut nous ramener à un événement de notre enfance qui est resté dans l'angle mort. Et non, on va pouvoir maintenant s'intéresser à différentes dynamiques de harcèlement. On peut avoir un harcèlement qui s'effectue sur la base d'exploiter nos traumatismes. Donc, on a eu des traumatismes et la personne qui va nous harceler bah, va profiter du fait qu'on ait eu des traumatismes, que, on va dire, dans notre forteresse, bah, y a des murs qui sont restés écroulés et qui ne sont jamais reconstruits. Et bah, c'est par là qu'en général, elle va nous attaquer. La dynamique de harceleur-harcelé, elle reproduit aussi une dynamique de proie-prédateur. Et donc, bah, le prédateur, il va sentir instinctivement là où ça fait mal. Et puisque dans la dynamique de harcèlement, l'objectif, c'est de faire mal, bah, y a rien qui te fait plus mal que d'attaquer sur une plaie qui n'a jamais cicatrisé et qui est encore vive. Donc, il faut voir que très souvent, le harcèlement qu'on subit, ça va être sur nos anciens traumatismes. Et donc, bah, c'est douloureux à vivre puisque c'est des côtés blessés de notre histoire, voire où on n'a jamais trop réussi à nous en remettre, et on se retrouve avec quelqu'un qui appuie à nouveau sur la plaie. Donc d'un côté, c'est douloureux, mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui peut nous pousser à nous intéresser à nos traumatismes. On va dire, tant qu'on n'est jamais stimulé sur nos traumatismes, bah, on n'en est même pas conscient, et on n'a pas forcément de motivation à aller travailler dessus. Par contre, quand on est dans une situation où il y a quelqu'un qui ne nous lâche pas et qui appuie dessus, bah là, on a des enjeux beaucoup plus importants pour aller s'occuper de ces traumatismes. Donc d'un côté, c'est désagréable, mais de l'autre, bah, c'est aussi une invitation à s'occuper de nos traumatismes et à savoir quels sont nos traumatismes. Le harcèlement, il peut aussi se manifester sur nos stratégies de survie. Donc on a vu, on a nos traumatismes, et des fois, en général même, pour continuer notre vie, on a développé des stratégies de survie qui ont pour objectif d'empêcher que ces traumatismes puissent se reproduire ou d'empêcher de se reconnecter à cette souffrance. Par exemple, on peut avoir vécu dans une famille où c'était complètement désordonné, désorganisé, et on a maintenant une importance vitale à ce que tout soit bien rangé. Eh bien, l'harceleur, il va pouvoir nous attaquer sur ça. Par exemple, en critiquant notre organisation ou bah, en mettant du désordre. Donc, il faut voir que c'est à nouveau une vulnérabilité, que ce soit le traumatisme ou la stratégie de survie, ça va toujours être un angle d'attaque pour cette dynamique-là de harceleur-harcelé. On peut aussi rencontrer le phénomène du bouc émissaire. Donc ça, c'est un phénomène social où on a un groupe qui va désigner un innocent afin de pouvoir se décharger. Donc on a parlé de dynamique de répression, d'expulsion, et là, ça va être quelque chose de collectif où tout le groupe a accumulé de la souffrance, de l'impuissance, des événements douloureux, et avoir besoin de trouver un coupable. Et s'il n'y a pas de coupable, ou si le coupable, on n'est pas en mesure de l'accuser, ben, en général, on va se décharger sur un innocent qu'on va déclarer comme étant le coupable. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut se reproduire à l'échelle de la société, mais aussi au sein d'une famille. Par exemple, on peut avoir une famille où il y a un homme qui a commis des crimes dans la famille et qui n'a jamais été puni tant à l'extérieur par la loi que à l'intérieur par la famille.
Et donc, cette famille, elle se retrouve menacée dans son intégrité puisque il y a beaucoup de souffrance et d'injustice accumulée et c'est pas possible, pour des raisons de loyauté ou d'interdit, de la déverser sur la personne responsable. Et donc, pour que la famille, elle explose pas, pour qu'elle continue à maintenir sa structure, ben, en général, toute cette culpabilité et donc toutes les punitions et les maltraitances liées à cette peine, ben, en général, ça va être un membre de la famille innocent et bah, très souvent, ça va être un enfant. Donc on peut se retrouver avec un phénomène bah, d'un enfant innocent qui se retrouve à payer pour des crimes qu'il n'a pas commis. Euh, un autre exemple, ça peut être par exemple euh, un enfant euh, qui est né et peu de temps après, l'entreprise familiale, elle a fait faillite. Et donc bah, pour la famille, ça a été très difficile à digérer, voire même ils s'en sont jamais remis. Et donc bah, ils ont dit bah, c'est de la faute de cet enfant qui est né. Voilà, il est né, il a tout désorganisé, c'est de ta faute. Et donc, l'enfant qui est pour rien, il choisit pas de naître, il se retrouve avec une marque de je suis coupable et il faut que j'expie et bah, que je me fasse martyriser, harceler. C'est aussi quelque chose le harcèlement qui peut se manifester dans la relation amoureuse. On va pouvoir faire l'expérience de vivre des modes de relation qu'on n'a jamais vécu dans notre famille, mais ça va aussi se retrouver bah, être une relation où vont se réveiller nos manques vécus dans l'enfance. Et donc, ça peut se manifester euh, par un espoir que notre partenaire euh, réponde enfin à nos manques d'enfant, à tout ce qu'on n'a pas reçu quand on était enfant. Et donc, bah, j'ai pas été aimé dans mon enfance, j'ai énormément souffert, mais maintenant, avec cette personne, bah, je vais enfin pouvoir vivre l'amour que j'ai jamais reçu enfant. Mais il faut voir que c'est pas possible, parce qu'on a vu que il y avait un deuil de l'enfance à faire. Euh, ce qu'on n'a pas vécu enfant, on peut plus le revivre, parce qu'on n'est plus un enfant, et bah, c'est plus possible, en fait. Et donc, ça veut pas dire qu'on peut pas revivre des relations d'amour, mais bah, ça sera toujours d'un adulte envers un autre adulte, ou un adulte envers son enfant. Mais ça peut plus être une position où on est un enfant, puisqu'on ne l'est plus. Donc, c'est plus possible. Et si on a cet espoir-là, bah, en général, non seulement on va être déçu, puisque bah, c'est pas possible de euh, retourner dans le passé et l'effacer et créer quelque chose d'autre. Et en plus, on va créer une situation de grande dépendance avec notre partenaire, euh, où bah, on va se retrouver en position d'un enfant, et bah, le partenaire, il va pouvoir exploiter ça. Un autre cas qui peut se passer aussi dans la relation amoureuse, c'est que le partenaire, il se retrouve à occuper le siège laissé vacant par un ancien parent totalitaire. Et donc, on est devenu adulte, on est sorti du foyer familial avec un ou plusieurs bourreaux. On, voilà, on trouve un conjoint. Et en fait, ce conjoint, il se retrouve à se comporter avec nous exactement comme le faisaient nos parents. Il faut voir, c'est parce que il y a encore cet enfant traumatisé à l'intérieur de nous, euh, bah, euh, qui reste terrorisé et qui a jamais pu se relever. Et donc, bah, la manière dont il va interagir en relation va souvent pouvoir euh, se manifester bah, la dynamique d'un enfant soumis par rapport à un parent tout-puissant. C'est d'ailleurs quelque chose qui va pouvoir aussi souvent se manifester dans les relations au travail, puisque bah, on a des relations avec des pouvoirs hiérarchiques déterminés, et donc bah, que ce soit avec un, un groupe de collègues qui a un certain pouvoir ou face à un chef, peut facilement être réactiver nos blessures d'enfance, et donc se retrouver à vivre bah, des situations de harcèlement qui se retrouvent être la répétition bah, des harcèlements qu'on a vécus dans l'enfance. Et donc, on va pouvoir se demander pourquoi les parents, les adultes, euh, ils se retrouvent à harceler leur enfant ou d'autres enfants. Et donc, il faut voir que ça répond à certains besoins
d'ordre psychique et pulsionnel. On peut avoir le besoin de reproduire inconsciemment des humiliations que nous-mêmes on a subies. Voilà. D'une certaine manière, en mettant d'autres personnes dans des situations similaires à celles que j'ai vécues, je vais me sentir moins seul. Et donc, je vais pouvoir diminuer l'importance de ce que j'ai vécu puisque je m'arrange pour que tout le monde le vive. Ça va pouvoir aussi être le besoin de trouver un exutoire. Donc, on a vu, on a toute cette répression, ce magma qui est stocké en nous, et on va avoir besoin de l'expulser. Et donc, on peut trouver des personnes qui vont jouer le rôle de punching ball ou de poubelle, de décharge, sur lesquelles la personne elle va se retrouver à se débarrasser de toute son énergie, toutes ses émotions qui sont encombrantes pour elle. On peut aussi avoir le besoin de ressentir le contrôle sur un objet vivant, en fait. On peut obtenir une certaine satisfaction à sentir qu'on a le pouvoir sur la vie de quelqu'un. Et en général, on cherche à tout prix à exercer ce pouvoir quand nous-mêmes, on n'a plus du tout accès à notre propre vie intérieure. Donc, voilà, un adulte qui est complètement coupé de lui-même, qui ressent plus rien, voilà, il ressent plus rien, et par exemple, en vampirisant quelqu'un ou un enfant, il va pouvoir ressentir un ersatz de vie intérieure. Il est plus capable de tenir debout tout seul, et donc il va chercher des individus qui ont encore une vie intérieure pour se l'accaparer et s'en nourrir. Donc la vie intérieure, ça va être nos élans de vie, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous motive, ce qui nous fait avancer, ça va être nos désirs profonds, mais ça va aussi être notre capacité à ressentir des émotions sur ce qui se passe dans nos relations et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi un besoin d'équilibre narcissique. Je vais dominer quelqu'un pour compenser mon propre sentiment d'infériorité. Je suis un adulte, je dis que j'ai le pouvoir, mais en fait, à l'intérieur de moi, je me sens encore tout petit, il y a encore tous mes traumatismes qui me dirigent, et pour ne pas sentir ça, je vais essayer de faire balance et d'écraser les autres. Et donc, en général, les personnes elles vont écraser les personnes déjà vulnérables, fragiles, et ça se retrouve souvent être des enfants. Ça peut être aussi en réaction à des situations ou comportements de l'enfant qui vont directement réveiller les traumatismes, par exemple, du parent. Donc, par exemple, l'enfant, il a une insouciance naturelle, voilà, il s'extasie sur certaines choses, et l'adulte, qui va être témoin de ça, qui lui-même a été traumatisé, va trouver ça absolument insupportable, en fait. Parce que voir cette insouciance chez cet enfant, ça va lui rappeler tout de suite sa propre insouciance qui a été brisée par d'autres adultes dans d'autres circonstances. Et donc, pour à tout prix se protéger de cette résurgence, il va voir l'enfant comme une menace et il va chercher à éliminer cette insouciance chez l'enfant. Et donc, ça peut être, par exemple, en lui donnant des corvées, en le punissant, en lui racontant des histoires horribles. Bref, tous les moyens qui vont être bons pour écraser cette vie naissante en l'enfant qui fait que réveiller la propre vie de cet adulte qui a été écrasé. Et enfin, ça peut être la vengeance pour les souffrances que l'adulte, le parent a endurées, où on peut ressentir un certain plaisir à faire mal à quelqu'un comme nous-mêmes on a souffert. Et donc, c'est moi j'ai pas eu ça, moi j'ai souffert, et je cherche même plus à le vivre. Par contre, ça va me faire du bien de moi aussi t'interdire que tu le vives. Et donc, il faut voir que quand on humilie un enfant, en fait, il apprend instinctivement à humilier. Quand on est violent envers un enfant, il apprend à son tour à être violent. Et quand on tue quelque chose dans l'enfant, quand on réprime, tue la vie intérieure de l'enfant, lui-même, il va apprendre à tuer. Et donc après, en fonction de diverses caractéristiques, ça sera soit il se tuera soi-même, on va dire à l'extrême, c'est les comportements suicidaires, mais ça peut être aussi des dévalorisations constantes, du sabotage,
une haine de soi, soit ça va pouvoir être dirigé vers l'extérieur en cherchant à détruire les autres. Et donc, on rencontre en fait un certain cercle vicieux, à savoir, c'est subir des traumatismes dans l'enfance qui n'ont jamais été reconnus comme tels. Ensuite, on ne va pas pouvoir laisser nos émotions de douleur s'exprimer par les interdits, les menaces, l'absence de moyens, l'absence de témoins lucides. Donc d'abord, on souffre, c'est pas reconnu, et après, on ne peut pas le sortir. Après, on va avoir tendance à s'identifier au bourreau. On a vu, on réprime nos émotions, on s'identifie au bourreau, et on va manifester de la reconnaissance pour les bienfaits de la maltraitance qu'on a subie, tout en oubliant nos souffrances. Et donc, ça va être, par exemple, oui, j'ai subi telle situation, mais ça m'a rendu plus fort. Mais grâce à ça, je suis devenu comme ça. Et donc, certes, c'est vrai, mais en général, on va avoir tendance à oublier, et j'ai énormément souffert, et ça a quand même été un traumatisme, et encore aujourd'hui, j'ai des séquelles. Et donc, cette partie-là, en général, on va avoir tendance à pas du tout la sentir, et uniquement s'identifier à notre stratégie de survie ou au bourreau. Et donc, dans cette position-là, on va avoir tendance à nouveau continuer à avoir des tensions et avoir besoin de trouver d'autres personnes sur qui soulager ces tensions et donc répéter le cercle vicieux. Les formes de harcèlement, elles peuvent vraiment être diverses. Par exemple, j'ai eu un patient cette semaine où il était victime de harcèlement de sa mère, mais il s'en était jamais aperçu et les personnes qu'il avait consultées n'avaient jamais non plus abordé ce sujet-là. Et donc, il avait une mère qu'il aimait, voilà, énormément, mais à tel point que en fait, c'était je t'aime et ne pars pas, ne deviens pas autonome, ne déménage jamais, euh, euh, n'apprends pas à prendre soin de toi, c'est moi qui dois le faire à ta place. Et donc, en fait, cette personne-là, il se retrouvait être harcelé par sa mère, mais sous une couche de pseudo-amour, en fait. C'est un amour qui, en fait, est un amour narcissique et qui obligeait son enfant à être dépendant. Donc, il faut voir que c'est pas forcément des situations violentes où le parent cherche à tout prix à détruire son enfant, voire à l'assassiner psychologiquement. Et donc, bien souvent, quand un adulte domine quelqu'un d'autre ou un enfant, même si c'est couvert d'éducation ou de volonté qu'il réussisse, qu'il ait des bonnes notes, cette personne-là, elle va souvent ressentir une satisfaction, même si elle est inconsciente, à savoir de ne pas être dans le camp des dominés. Quand je domine, je sais que c'est moi le dominant. Quand je dis que c'est ça la réalité, que c'est ça la vérité, je suis dans le camp de ceux qui ont raison. Quand je dis que ça c'est mal, je me retrouve être dans le camp du bien, en fait. Et toutes ces choses-là, elles vont nous permettre de ne pas sentir nos propres souffrances, nos propres traumatismes. Et ces dominations, elles peuvent se retrouver être quelque chose de complètement vital pour des individus qui ont une personnalité tellement fragile qu'ils ont à tout prix besoin d'individus sur lesquels s'appuyer, dominer pour maintenir un équilibre psychique. Et donc, on peut vraiment se retrouver avec des situations où les parents, ils ont vraiment besoin de leur enfant, de se décharger, de s'appuyer sur eux pour conserver une santé psychique minimale, on va dire. On va pouvoir s'intéresser aux bienfaits de la thérapie. Souvent, quand on consulte, pour diverses raisons, pour du harcèlement, on se rend compte qu'en fait, derrière cette situation, il y a un enfant qui est encore terrorisé par ses parents, qui est encore traumatisé. Et qu'en fait, cette situation actuelle, elle fait que mettre en scène cet enfant traumatisé, terrorisé qu'on a été, qui a certes été réprimé, mais qui est toujours présent, en fait. Et donc, ces situations de harcèlement vont être enrichissantes dans le sens où elles vont nous permettre de nous reconnecter à nos propres traumatismes. Par exemple, il y a une patiente qui est venue me voir parce que la relation avec son mari, après 30 années de mariage, elle basculait dans le harcèlement physique. En fait.
Et donc, bah, en travaillant, on, on s'est rendu compte que ce harcèlement physique, qui apparaissait maintenant au bout de 30 ans, bah, c'était que la, euh, l'évolution d'un harcèlement moral très puissant. Et donc, ça allait de plus en plus jusqu'à les coups, en fait. Euh, et encore derrière, on a vu qu'en fait, c'était directement lié à bah, ses propres traumatismes de l'enfance vécus avec son père. Euh, dans l'exemple, bah, son père, il avait l'habitude de frapper ses enfants avec une ceinture jusqu'à que les enfants demandent pardon au père de l'avoir offensé. Donc il y avait une violence physique et en même temps bah, une obéissance, une demande d'obéissance totale. Et ça avait été vraiment traumatisant pour elle. euh, et ça n'avait pas été tant ce qu'elle avait vécu, mais c'était de voir ce que sa grande sœur avait vécu, qui, elle, ne voulait pas obéir. D'une certaine manière, préférait garder sa version de la réalité, quitte à se faire martyriser. Mais pour elle, qui avait été la petite sœur, ça avait été particulièrement traumatisant. Et elle avait intégré que bah, pour survivre, il faut se soumettre, il faut être docile et il ne faut pas mettre de limites et il faut dire oui à tout. Et donc, bah, en fait, ce qu'elle avait appris avec son père à travers ses traumatismes, elle le reproduisait directement avec son mari. Et à partir du moment où elle a pu comprendre ça, bah, ça a été possible pour elle de mettre des limites dans la relation et que la relation bah, se transforme complètement. Et on a vu aussi que on avait tendance à projeter sur l'autre euh, nos traumatismes ou des parents totalitaires. Et c'est aussi quelque chose qui peut se passer en consultation, en fait. Et le thérapeute, il peut être intéressant si en effet il est conscient de ça, parce qu'il va pouvoir être une surface de projection saine et consciente. Et donc, ça va pouvoir permettre à la personne euh, bah, de se rendre compte que non. euh, Par exemple, si le thérapeute me dit que, bah, en effet, c'est moi qui choisis le nombre de séances que j'ai envie de faire, bah, c'est vrai. C'est pas une menace, c'est pas, il n'y a pas forcément de sous-entendu. Et donc, ça peut être aussi un lieu pour faire l'expérience d'une communication où il n'y a pas de sous-entendu, qui n'est pas perverse, et donc pouvoir sortir de ce mode où on est resté enfant toujours en, en suradaptation avec un parent qui est menaçant pour notre survie. Ça peut aussi être un bon endroit pour récupérer un certain état psychologique. On a vu qu'il y avait un besoin très important de témoins lucides. Et si on n'en a jamais eu dans notre enfance, en général, nos épreuves vont encore être difficiles à vivre euh, dans l'actuel. Et bah, avoir quelqu'un qui va jouer ce rôle-là, ça peut nous redonner des forces et aussi nous renforcer dans nos perceptions et dans la prise de conscience que c'est important de faire respecter ses besoins, que oui, c'est une priorité, que oui, on a le droit. Mais ça va surtout être le lieu où on va pouvoir obtenir une clarté et une compréhension sur pourquoi on vit ça actuellement et quelles en sont les origines. Et à partir du moment où on arrive vraiment à se connecter à cette origine, euh, bah, ce magma, toute cette répression, elle va pouvoir se dénouer, en fait. Ce qu'on a vu, c'était le nœud de je suis dans l'impuissance et je suis dans une souffrance extrême, il faut que je réprime. Et à partir du moment où on revient sur cet endroit-là, qu'on s'y reconnecte et qu'on prend conscience que maintenant on est adulte, ça a été horrible ce qu'on a vécu, mais on n'est plus impuissant, et bah, on autorise ce nœud à se défaire, et donc bah, avec un grand soulagement, et on n'est plus obligé, et enfin on va dire on peut enfin sortir de la compulsion de répétition, et donc retrouver une liberté de notre vie qui ne se retrouve plus être une répétition de nos traumatismes de l'enfance.